Je crois qu'on est live, donc de toute façon, on est live. Voilà. Yes. Alors, donc je crois, Amine, on peut démarrer vite. On peut démarrer le temps que on aura plus de monde sur Facebook. Oui, c'est Driss. مدام اسماء تخلي لي واحد 2 مينوت عافاك على ما بارطاجي في لي جروب اي لي زوتر باج ديال الريزو دو كلوب. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Laisse le temps d'avoir plus de monde. وهذا لو تيتر اللي درتو لا تيماتيك سي انتريسون استثمار لا بروشين فوا غديروا استثمار. J'aime bien le titre. Ok. نديرو استثمار. شوف غير ناسيريو الاستمرار وندوزو للاستثمار. Alors, le temps que je lance aussi sur qu'on fasse les partages. Et vous partagez aussi sur vos pages, etc. Bien sûr, c'est ça, effectivement. نديرو استثمار. Alors pour les amis qui sont déjà là, on démarre Inch'Allah dans une petite minute. Juste le temps d'avoir un peu plus de monde sur le live. De mon côté, c'est bon. De mon côté aussi. Asma, de ton côté? Attendez une seconde et c'est bon pour moi. Ok. De mon côté, c'est bon. De mon côté aussi. Asma, de ton côté? Attendez une seconde et c'est bon pour moi.
C'est bon, je crois qu'on peut démarrer. Bonjour à tout le monde. Bonjour Saïd. Effectivement, on va commencer tout de suite. Bonjour à toute la communauté qui est en train de nous suivre au niveau de Facebook et au niveau de Zoom. Réellement, je suis très ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et cette fois-ci, je serai plutôt pas dans la phase, dans la partie modération, mais je serai plus en intervention et l'interaction. Et aujourd'hui, on a eu on remercie déjà le club de dirigeants et les comités organisateurs qui nous a donné l'opportunité de partager avec vous le programme qu'on a appelé Istimrar, donc un programme d'accompagnement principalement pour la TPME, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la TPME, avec tout ce qui se passe pour le Covid, elle vit des difficultés à tous les niveaux. Et bien sûr, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'on sait très bien que la TPME, déjà à l'avance, avant le Covid, c'est une structure qui connaissait des difficultés pour survivre et pour rester sur le marché. Avec le Covid, ça devient plus difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a une réflexion pour revenir en force et pour une relance pour la TPME marocaine. Et bien sûr, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est et comment la TPME peut en profiter pour bénéficier et pour sortir de la crise actuelle. Donc, pour ça, quand même, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas et je donnerai quand même la parole parce qu'aujourd'hui, on est deux personnes à animer ce webinaire. Donc, c'est moi-même et M. Amin Oumeis. Donc, je lui donnerai la parole par la suite pour se présenter avant qu'on commence à démarrer la présentation. Donc, moi, c'est Farah Hasna. Principalement, je suis la directrice d'écosystème performance. En fait, le mot d'écosystème, ce n'est pas un mot qui est choisi comme ça, mais c'est un ADN et c'est une valeur de notre entreprise. Je suis consultante auditeur international en management QHSE. Et aussi, je suis auditeur certifié RCA, donc pour tout ce qui est audit tierce partie en matière d'organisation ISO. Je fais aussi l'accompagnement à l'exportation. Donc, comme j'avais le privilège d'être certifiée par le International Trade Center en tant qu'auditeur à l'export, et j'opère aussi sur le volet associatif. Principalement, ma vocation, c'est l'accompagnement des jeunes et la femme pour l'entrepreneuriat, pour la création de la valeur. Voilà, c'est brièvement qui je suis. Je te donne la main, Amine, pour la présentation avant qu'on passe à partager un petit peu le projet. Merci beaucoup, Asma. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Amin Boumaïs. Je suis fondateur du cabinet Chaos. C'est un cabinet qui s'intéresse et qui met la vente vraiment au cœur de cette préoccupation. Je suis si on me demande de me présenter en un mot, je dirais je suis vendeur. Je suis quelqu'un qui aime la vente, qui voit un peu toujours des solutions pour mieux vendre, qui essaie de chercher des solutions pour accompagner toute personne désireuse de vendre mieux et plus. Ma passion depuis toujours a été plus tout ce qui est contact humain et comment on peut servir l'humain parce que nous disposons. Donc là, après cette brève présentation de Amin l'humain, sinon professionnellement, je suis consultant et formateur en développement commercial et en gestion de la relation client. Donc, ma mission avec les entrepreneurs et avec les entreprises, c'est de développer ce volet commercial et de développer cette relation client. Donc, brièvement, c'est ça. On aura l'occasion de discuter un peu plus et de faire un peu plus connaissance durant le webinaire. Très bien, merci beaucoup Amine pour la présentation. Donc, on commence notre première partie et c'est parce que là actuellement, quand vous voyez, tout le monde parle de plan de relance.
Et surtout qu'aujourd'hui, on a vécu, après le Covid, un arrêt fictif pas tout le monde, mais quand même la majorité des TPME sont en face à des réels obstacles de reprise. Euh, mais aujourd'hui, et on est en train d'écouter tout le monde et sur Facebook, il est en train de dire il y a une prolongation jusqu'au 8 août, mais ça c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, à votre avis, non, et là je veux quand même une interaction de votre part. Quels seront les plus grands challenges quels sont les plus grands challenges aujourd'hui que la TPME vit, donc à votre avis? C'est quoi les plus grands obstacles? Demain, on va ouvrir ou demain, on va dire, OK, c'est bon, il y a la reprise effective. Est-ce qu'on peut reprendre facilement ou quelles sont, à votre avis, les choses qui nous bloquent ou qui vont bloquer? Alors, si vous êtes avec nous sur Zoom, n'hésitez pas à partager deux phrases, deux mots. Quels sont les plus grands challenges à votre avis? Alors, Amine, pour toi, qu'est-ce que tu proposes? Quel serait le temps d'avoir plus de débats et plus d'interactions au niveau de Facebook ou de Zoom? Euh, Quelle sera comment tu vois la plus grande problématique ou challenge qu'une entreprise vit actuellement? Pour moi, et ça, tu connais très bien mon point de vue là-dessus, Asma, c'est qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire, moi, je la vois comme l'opportunité. Pas une opportunité, mais l'opportunité. Pourquoi l'opportunité? C'est parce qu'aujourd'hui, ça remet tout le monde sur un seul point de départ. Et lorsqu'on est tous sur le point de départ, euh, pour une nouvelle course, la course, le gagnant sera celui qui s'est bien préparé et qui a bien ficelé ses points forts et ses points faibles pour remédier à ses points faibles ou là, ses points à améliorer et pour mettre en valeur plus ses points forts. Maintenant, points améliorés et points forts, ça va être différent d'une structure à une autre et ça va être est-ce qu'on a pris le temps de bien nous préparer pour nous lancer et reprendre le retard que peut-être on avait auparavant ou là pour encore creuser la distance qu'on avait avec nos concurrents, avec les personnes qui sont avec nous sur le même marché qu'on avait avant. Ça va donner lieu à de nouveaux business et c'est vraiment une opportunité à celui qui puisse voir l'opportunité dans tous les obstacles. Je pense qu'on a déjà une première réponse, Asma, Effectivement, on a la réponse de Saïda. de Saïda. Pour elle, c'est développer des nouvelles offres adaptées aux besoins du client actuellement. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est une des solutions en fait que l'entreprise est obligée d'avoir, c'est le développement des nouvelles offres. Et bien sûr, Amine va en discuter plus. Mais aujourd'hui, on aimerait bien écouter la TPME qui est en train de nous suivre. Quel est son plus grand challenge aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt un challenge commercial? Est-ce que c'est plutôt un challenge juridique? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est la trésorerie? Donc, sûrement, c'est le tout, mais chaque entreprise est en train de vivre une partie différente en fonction des niveaux. Donc, on a sûrement des entreprises qui sont plus et tout le monde est touché sûrement par la trésorerie. Et voilà, donc personnellement, peut-être avec les clients que je suis en train d'accompagner ou l'entourage des entreprises que je suis en train de vivre, la majorité il est en train de souffrir et de donner des points d'interrogation sur alors ça veut dire quoi? Ça serait quoi le next step? Est-ce est-ce qu'il peut avoir d'autres marchés pour amortir un petit peu la charge fixe qu'il a? Est-ce qu'aujourd'hui, même avec la CNSS, OK, il n'y a pas de souci, tout le monde
est en train de bénéficier de l'arrêt en chômage partiel ou en chômage total, mais jusqu'à quand cette situation va durer? Et à un certain moment, de toutes les façons, il faut planifier la reprise. Et si on est dans la reprise, sous quelle casquette et sous quelle forme je peux la situer, surtout qu'on connaît très bien qu'il y a tout un il y a les ressources humaines qui sont en train de tendre, il y a le client qui, on ne sait pas, est-ce qu'il va redémarrer lui aussi ou pas. Donc, en plus c'est des challenges devant la société pour qu'elle reprenne bien sûr efficacement. Donc, c'est pour ça. Alors, Asma, Oui. on a deux autres ou là, trois autres réponses sur Facebook. On les prend Uh-huh. quand même et on continue. Bien sûr. Alors, on a Mohamed qui nous dit que la survie et la pérennité des entreprises, et en particulier la PME et la TPE, pour sauver l'emploi et renouer avec la croissance avec le temps. Tout à fait, c'est Mohamed. Donc, oui, et ça, c'est un autre point qui est aussi sur lequel on a été énormément impacté, c'est le point humain, c'est le côté RH. Et il faut sauver les emplois. Pour sauver l'emploi, il faut que la croissance, il faut que la route de la croissance commence à tourner. Et on a Horia qui nous dit repenser l'entreprise et son organisation pour dépasser les difficultés accumulées, étant donné que les TPME avaient déjà des difficultés. Tout à fait, Horia. D'ailleurs, c'est le fond de la réflexion même avant la mise en place du programme Istimrar. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des difficultés. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de difficultés. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus grave, mais il faut, des fois, il faut toucher le fond pour bien rebondir. Et on a devant nous l'occasion. Maintenant aussi, on dit que tout pronostic sera hasardeux. C'est plutôt le cas par cas. Une enquête ou sondage est impératif. Tout à fait. Tout à fait, c'est Ahmed. On ne peut pas donner vraiment une règle générale comme ça, sans faire de Faut connaître sondage. le terrain. Ce qu'il faut faire, il faut une connaissance du terrain. Effectivement, je suis d'accord avec si Ahmed. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est de là c'est vraiment de ce point-là duquel on est parti pour ce plan de relance-là, pour Istimrar. Et je te laisse, Asma, pour nous parler un peu de la naissance d'Istimrar. Effectivement. Alors, la naissance du CIMRA, on va revenir à l'écosystème, parce que l'écosystème, c'est quoi? C'est mutualiser les compétences et c'est une synergie entre les compétences pour répondre à un objectif et répondre à un besoin bien donné. Nous, depuis, on supervisait un petit peu les besoins, supervisait les marchés et on s'est dit, d'accord, la plus grande, le plus grand challenge, c'est Istimrar, parce que le Covid, déjà du nom, c'est le Covid, on sait très bien que c'est une projection dans le temps, ça va s'arrêter un jour, mais le plus important, c'est de ne pas rester dans notre coin et se dire, d'accord, on va se dire, je suis en train de subir les impacts, je ne vais pas survivre à la suite, etc. Il faut qu'on s'inscrit dans une démarche de continuité, et c'est pourquoi il y a le mot Istimrar. Mais Istimrar sur quel volet? Parce que là, en revenant à discuter du challenge, on a plusieurs volets à suivre. On a le volet commercial et c'est l'intérêt et c'est ce qu'on est en train de recenser par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand challenge, c'est le commercial. D'accord? Donc, commercial, est-ce que je vais garder le client? Ce client, est-ce qu'il va rester ou pas? Est-ce qu'il serait apte à me payer par la suite? Parce que lui aussi, il vit des difficultés, etc. Et il y a un deuxième challenge, c'est la conformité sanitaire. Parce que, et c'est ce qu'on a vu et ce qu'on est en train de vivre, toutes les prolongations. Pourquoi? Parce que la reprise économique VS non-conformité sanitaire, c'est un blocage. D'où l'intérêt de mutualiser nos compétences. Amine dans le volet commercial et moi-même dans le volet sécurité, conformité normative, pour dire c'est le PAC, c'est les premiers points initiaux que tout entrepreneur doit assurer
pour surmonter la crise et ليستمر le parcours de l'entrepreneur خاص يستمر parce que sans ça, si on n'avance pas, on va rester là où on est et c'est pas bien pour ni l'entrepreneur ni pour la communauté. Voilà, d'où la naissance du projet. Et bien sûr, on vous laissera découvrir pourquoi et qu'est-ce qui en est. Tout à fait. Donc, en fait, comme vient de le dire Asma, Istimrar est né suite à. On a un peu parlé à nos clients, on a essayé un peu de voir nos partenaires et afin de localiser un peu où est-ce qu'on peut aider. Et on a localisé en gros, c'est pas les seuls, en gros, on a localisé deux volets qui à chaque fois revenaient. C'est le volet commercial, puisqu'on est tous conscients que c'est le générateur du cash de l'entreprise. C'est ce volet-là et ce département-là qui va assurer cette pérennité de l'entreprise, que ce soit Covid ou pas Covid, crise ou pas crise. Donc, il faut, sauf qu'aujourd'hui, c'est encore plus grave, parce qu'on est dans une situation un peu délicate, et pourtant, dans cette situation délicate, il y en a des gens et des entreprises qui s'en sortent très, très bien. Donc, on a localisé déjà ce premier volet, le volet commercial, et bien sûr, il y a tout le volet réglementaire sanitaire. Ça veut dire que pour reprendre, il faut assurer cette réglementation sanitaire, et au-delà de cette réglementation sanitaire, on aura par la suite d'autres normes et d'autres exigences sur tout ce qui est à long terme, sur des volets de qualité, sur des volets d'hygiène, de sécurité. Et ça, c'est le volet que maîtrise ma collègue Asma. Donc, on a un peu, on s'est posé, on a pensé à comment développer une offre pour aider Had Nasser. D'où la naissance d'Istimrar, qui est le mixte entre mon cœur de métier à moi et le cœur de métier de Asma, le commercial et la qualité et la sécurité sanitaire. Et ça a donné naissance à ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'urgence est là. L'urgence sur quel terme? L'urgence en termes de sécurisation et de développement des ventes, l'urgence en termes de repositionnement de notre offre. J'ai lu ça sur un des commentaires. Il faut repenser un peu l'offre commerciale, il faut repenser un peu notre service parce que le marché, il a changé. D'accord? Donc, il faut un peu être créatif et savoir jouer de son bon sens pour se repositionner. De nouvelles exigences commerciales sur le marché, donc il faut y répondre. Il faut avoir un plan de reprise d'activité bien clair et bien étalé pour savoir là où on va et où est-ce qu'on veut arriver. Et bien sûr, il faut que tout ça soit dans des normes sanitaires et d'hygiène adéquates qui ne vont être qu'un premier pas vers d'autres pas de qualité, un peu du volet commercial. Alors, ce volet commercial, on a pensé à une stratégie qui sera déclinée en 3 types de stratégies. D'accord? Donc, alors, on a la stratégie d'urgence, la stratégie de relance et la stratégie de croissance. En gros, c'est 3 stratégies sur 3 niveaux temporels. Alors, la stratégie d'urgence, c'est qu'aujourd'hui, on doit absolument une stratégie court terme. Relance, ce sera la stratégie moyen terme et la croissance, ce sera la stratégie long-termiste. Alors, on va voir de manière plus précise la stratégie d'urgence. Alors, notre objectif sur le point de la stratégie d'urgence, si tu peux juste switcher, s'il te plaît, le slide. Notre objectif sur la stratégie d'urgence, ce sera de sécuriser déjà les ventes qu'on a. Alors, avant de démarrer, avant le Covid, on avait des affaires qui étaient en cours. On avait un portefeuille client qui était en cours. Aujourd'hui, brusquement, l'activité s'est arrêtée. Et tout le monde n'est
pas rester consommateur de notre produit. Qu'on soit, qu'on soit sur les deux secteurs ou les deux segments B2B ou la B2C, notre priorité chez le client, elle a changé. Ça veut dire que peut-être que, et ça malheureusement, nos amis du secteur touristique et du secteur événementiel, ils ont vraiment vécu ça et maintenant, la priorité de voyager n'est plus la même qu'avant Covid. Donc, chez notre client, il y a eu un petit changement de priorité. Maintenant, est-ce que c'est juste momentané ou ça va être toujours le cas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire à 100%, mais c'est quelque chose que le temps va nous confirmer. Mais il faut absolument une stratégie d'urgence à mettre en place afin de, dans un premier temps, sécuriser les ventes, sécuriser tout ce qu'on avait dans notre portefeuille, les affaires qu'on avait en cours, les négociations qu'on avait déjà commencées avec les clients. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très bien vécu surtout dans le secteur immobilier, où en pleine crise immobilière, il y a eu des gens qui ont réussi quand même à sécuriser des ventes immobilières. Et pourquoi? On était sur une grande force de la casquette de service client. On n'a jamais coupé contact avec le client. Ça, c'est quelque chose qui, si on ne l'a pas fait, ce n'est pas trop tard. On peut toujours refaire, on peut reprendre, et on doit reprendre notre contact client dès maintenant. Ça veut dire que notre service client, il va avoir vraiment du pain sur la planche. Pourquoi? J'ai donné l'exemple de l'immobilier, mais ce n'est pas le seul. Maintenant, il faut savoir que le service client, si on ne l'a pas, c'est généralement le département commercial qui prend en charge, ou là, c'est les commerciaux qui le prennent en charge. On aura des retombées de réclamation. On aura des retombées des réclamations à cause des retards de livraison, parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes d'approvisionnement, plusieurs problèmes. Donc, il faut que notre service client, il faut qu'on lui donne la force et les outils pour qu'il puisse répondre à toutes les problématiques qu'il va rencontrer avec le portefeuille existant. Parce que pour l'instant, c'est les clients qu'on a. Donc, il faut qu'on prenne soin d'eux. Les affaires qu'on a, il faut qu'on les sécurise. Comment on va essayer de sécuriser les affaires? C'est par une certaine agilité commerciale. Tout à l'heure, j'ai vu, et d'ailleurs, c'est un commentaire que je suis toujours en train de voir, c'est qu'il y a eu une baisse des prix des matières premières au niveau national et au niveau international. Ça fait partie de l'agilité commerciale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire face, il faut faire preuve d'une certaine agilité. Ça veut dire que peut-être que je serai contraint de prendre en considération aussi le problème de trésorerie de mon client. Peut-être que je serai contraint aussi de prendre en considération le problème les différents problèmes de livraison de mon fournisseur. Donc, il faut qu'il y ait une agilité commerciale sur tout le packaging que j'avais mis en place pour mes produits et mon service. Et ça, il faut que mon client le sache et il faut qu'il sache que je suis ici pour l'aider à dépasser cette étape. Donc, une mise en place d'une stratégie d'urgence va nécessiter, on a dit dans un premier temps, une force de la casquette service client, dans un deuxième temps, l'agilité commerciale de mon département commercial. J'en ai cité ici que 3, mais on n'a pas que 3, juste pour ne pas trop s'attarder sur le sujet. Et le troisième point, c'est écourter le cycle de vente. Si j'avais un cycle de vente auparavant qui nécessitait plusieurs autorisations au sein de mon organisation, aujourd'hui, je ne peux plus avoir le luxe. Il faut pour négocier un prix, il faut que je passe sur au N+1. Le N+1, il va voir aussi avec son N+1 et une chaîne peut-être de 3-4 personnes avant de donner son accord sur un délai de livraison, sur un prix à négocier, sur une quantité à livrer, sur un délai de paiement, sur un moyen de paiement. Bref, il faut que mon cycle de vente soit écourté. Il faut que je vois un peu où est-ce que je peux gagner du temps, parce que ce qui va faire ma force dans cette période, c'est
est-ce que je suis réactif face aux demandes des clients? Parce que si un client aujourd'hui, un client passe commande, il faut savoir que c'est une perle rare, il faut en profiter et il ne faut pas le lâcher. Même si c'est mon client, si je vais tarder et il y a un autre qui a été plus réactif que moi, c'est les mêmes règles qu'avant, sauf que ça devient un peu plus accru. C'est les mêmes règles commerciaux qu'on avait avant la crise, mais là, ça devient encore plus pointu et il faut qu'on soit plus réactif. Donc, 3 choses pour sécuriser nos ventes sur lesquelles on va agir vraiment en force. Bien sûr, ces trois points, ils vont générer d'autres rubriques sur lesquelles on doit agir, mais déjà dans un premier temps, se mettre dans la tête que force de la casquette service client, agilité commerciale et écourter le cycle de vente. Ça, c'est pour la première stratégie, la stratégie d'urgence et la stratégie court-termiste qu'il faut mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui, sans trop tarder. Puis, une fois on étale cette stratégie d'urgence et on voit qu'on a sécurisé le maximum, je dis bien le maximum, pourquoi? Parce que je suis très réaliste. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a un risque de perte. Il y a un risque de perte qui est un peu hors de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui vont malheureusement, qui ont peut-être fermé rideau. Il y a des ménages qui ont vu leur salaire divisé par 2, voire qui ont totalement perdu leur emploi. Donc, il y a des affaires qu'on va perdre, ça c'est sûr. Et il faut se préparer à ça. Et la préparation à ça, c'est exactement ce qui va venir sur le plan qui vient juste après la stratégie d'urgence, qui est la deuxième stratégie. Si tu peux passer au deuxième slide, s'il te plaît, Asma, qui est la stratégie de relance. Et là, on va parler d'un business de précision. C'est quoi le business de précision? Excusez-moi. Alors, ce business de précision, c'est un business où on va concentrer nos efforts sur les clients les plus profitables. Et là, ça va démarrer par un travail d'introspection et un travail d'analyse interne et d'analyse de notre base clientèle. On connaît tous la loi de Pareto qui nous dit que 20% de nos clients va générer généralement 80% des bénéfices. Aujourd'hui, il faut se mettre en tête cette loi. On va pas essayer, on n'est pas dans un monde mathématique où il faut vraiment l'appliquer à 100%, mais il faut qu'on l'utilise parce que c'est là la clé de ce business de précision. Il faut que je sache qui sont les clients les plus profitables pour moi et que je concentre un peu mon attention sur eux. Parce que cette loi de Pareto, elle cache derrière un truc qui est un peu douloureux. Si 20% de mes clients génèrent 80% de bénéfices, il faut savoir que 80% des clients génèrent à peine 20% du chiffre d'affaires ou là du bénéfice. Bon, on va parler chiffre d'affaires. Génère à peine 20% du chiffre d'affaires et 80% de clients, ça veut dire que c'est 80% du temps, 80% de masse salariale, 80% de charges, 80% De coûts de localité. Voilà, donc il faut être conscient de ça et il faut un peu recentrer son business parce qu'on ne peut pas se permettre des charges à gauche et à droite qui ne ramènent pas des bénéfices à moyen terme. Là, on est passé du court terme, l'urgence à la relance, on est passé au moyen terme. Donc, première chose, il faut commencer à penser par ce business de précision. Et la première étape, bon, ici aussi, j'ai cité que 3 étapes, sinon c'est tout un process aussi pour ce business de précision. Alors, on analyse un peu notre portefeuille. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est prenez la liste des clients que vous avez eus pendant 2019, par exemple, le nombre de clients, le nombre de chiffres d'affaires, essayez de calculer un peu quel est 20% du chiffre d'affaires et essayez de voir est-ce que ça correspond vraiment à, plutôt, essayez de calculer 80% du chiffre d'affaires, essayez de voir est-ce que ça correspond à 20% de vos clients ou pas. Et le même travail à faire inversement avec les clients versus le chiffre d'affaires. Donc, afin de savoir quelle est la cible
qui consomme le plus chez moi et quelle est la cible qui me génère le plus d'argent. Et c'est cette cible-là, il faut que je puisse mettre en place des actions de fidélisation des gens. Il ne faut surtout pas, mais absolument pas, que je la perde, surtout en 7 ans. C'est le trésor que j'ai. Le trésor apparent, attention, c'est un trésor libain liya. Parce que ce qui se passe, c'est que derrière, il y a un trésor caché. Il faut juste l'activer. Le trésor caché, il faut l'activer. C'est ce qu'on va voir un peu sur la troisième stratégie. Donc, on a dit sur cette stratégie de relance qui est le business de précision, on va analyser notre portefeuille pour ce qui me génère le plus et la grande part du chiffre d'affaires. Il faut que je mette en place des actions de fidélisation. D'accord? Et sinon, pour les autres, il faut aussi que je déploie une stratégie d'upselling et de cross-selling. Bon, une stratégie d'upselling et de cross-selling, c'est soit que je vais monter en gamme, je vais faire monter en gamme les clients, les ND, soit que je vais proposer d'autres produits annexes à ce que je propose, que ce soit produit, que ce soit service. Et là, c'est le travail qui va me mener vers la troisième stratégie, qui est la stratégie de croissance. Si tu peux passer, s'il te plaît, Asma. Alors, cette stratégie de croissance, on va multiplier les ventes. Donc, on a sécurisé pour qu'on garde l'enchaînement, on a sécurisé les ventes, d'accord? On a relancé et on a fait notre business de précision pour savoir un peu quelle est la niche et quelle est la typologie des clients qui me génèrent le maximum et le plus de chiffre d'affaires. Maintenant, il faut multiplier ces ventes. Comment? C'est conquérir de nouveaux clients selon les critères de précision qu'on a précisés. Parce que un nouveau buyer persona, une nouvelle cible. Maintenant, cette cible-là, il faut que je la duplique et qu'il faut que je parte à la recherche des clients pareils. Parce que c'est ces types de clients, cette typologie de clients qui va me générer le plus de chiffre d'affaires. Deuxième point sur lequel je vais travailler en stratégie de croissance, c'est développer de nouvelles offres en adéquation avec les besoins du marché. Maintenant, suite à cette stratégie d'urgence, à cette stratégie de relance, j'ai constaté quels sont les nouveaux besoins du marché. La stratégie de croissance, pour vous dire, n'est que la résultante des deux stratégies d'avant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un rendu, et c'est quelque chose que je vais améliorer pour multiplier les ventes à long terme. Donc, j'ai analysé un peu mon entourage, j'ai analysé ma clientèle, j'ai analysé les différents besoins que j'ai recensés suite aux différentes rencontres avec eux. Et là, je suis en mesure de développer de nouvelles offres. Lorsqu'on dit de nouvelles offres, ça veut dire que c'est tout le mix que je peux faire pour le packaging de mon produit ou de mon service. Est-ce qu'on va passer sur un abonnement? Est-ce qu'on va passer sur du forfait? Est-ce qu'on va passer sur du packaging? On va mettre un produit plus un service. Bref, toutes les possibilités seront ouvertes devant nous si on a bien fait le travail qu'il faut pour les deux premières étapes. La troisième chose, il n'y a pas d'amélioration sans une amélioration organisationnelle, sans une amélioration humaine. C'est-à-dire que tout ça, il va à un certain moment, on sera contraint, pas contraint dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, on va devoir redimensionner notre département commercial, redimensionner notre offre marketing, redimensionner l'effectif des commerciaux, mettre en place, et ça j'insiste, mettre en place à un certain moment un service client ou désigner des personnes qui prennent en charge le service client. Généralement, on a tendance à oublier le service client, c'est quelque chose qui nous ramène énormément de chiffre d'affaires. J'en ai dit, j'ai parlé un peu du trésor caché. C'est tout simplement des personnes qui ont consommé une fois et qui sont parties, qui n'ont plus reconsommé. Est-ce qu'on a pris la peine de les rappeler? Est-ce qu'on a pris la peine de les recontacter? C'est des gens qui peuvent très bien nous fournir énormément de chiffre d'affaires. Il suffit juste de les contacter. Donc, et ça, c'est le travail d'un service client. C'est le travail d'un commercial à qui on va donner la responsabilité de chapeauter ce service client, par exemple, pour une structure qui n'a pas les moyens de le faire. Maintenant, comme je disais, c'est une organisation, c'est une réorganisation du département commercial.
Si ce n'est pas une réorganisation, c'est une mise en place de cette organisation, parce que la TPE, la PME, bon, surtout la TPE, on sait très bien que des fois, il n'y a pas de département commercial et il faut le mettre en place, parce que c'est la source de force et de croissance de cette entreprise, et qu'elle soit dans les services, qu'elle soit dans l'industrie. Et il faut former l'être humain. Il faut former l'humain. Il faut former l'humain sur les nouvelles technologies qu'on va mettre en place. Il faut former l'humain sur les nouvelles techniques de vente. Il faut former l'humain sur comment traiter avec les clients. Vraiment, il faut mettre en place un plan de formation par la suite pour accompagner le savoir faire des commerciaux et des personnes, pas que les commerciaux, mais de toute l'entreprise, puisque un département commercial, ce n'est pas seulement les commerciaux, mais il faut qu'on ait en globalité dans l'entreprise cette vision de satisfaction client et de vouloir développer le chiffre d'affaires de notre entreprise. Donc, en gros, c'est les 3 stratégies sur lesquelles on agit pour atteindre cette efficacité commerciale et pour atteindre l'istimrariya et pour donner un istimrar l'activité économique de notre entreprise. C'est une stratégie d'urgence vraiment à mettre d'abord tout de suite. Il faut pas tarder à le faire. Si on n'a pas déjà commencé, c'est le moment ou jamais de le faire parce qu'elle va au moins sécuriser les ventes. La stratégie de relance pour qu'on puisse relancer sur de bonnes bases, c'est mettre les bonnes bases. Peut-être qu'on avait mal démarré auparavant. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour bien démarrer, de mettre les bonnes bases et la stratégie de croissance pour voir un peu plus grand et pour atteindre pour briser même le plafond en verre qu'on s'était mis, pour atteindre des chiffres que nous-mêmes, peut-être, on n'avait pas imaginé, une fois on a avec nous une force commerciale et une vision qui nous permet cela. Donc, c'est les 3 choses qu'on a, que le volet commercial d'Istimrar propose pour ses clients. Maintenant, il y a des clients où ils ont déjà commencé sur un point, donc on démarre avec d'autres, à partir de la 2e ou de la 3e stratégie. Vous-même, chers entrepreneurs qui nous regardez, vous pouvez déjà commencer avec ces 3 points selon votre situation actuelle. Tout démarre bien sûr par une introspection, par une analyse interne pour savoir exactement le point de départ et fixer déjà le point d'arrivée où que vous souhaitez atteindre. Donc, ce volet commercial, il va en parallèle avec le volet qualité, le volet sanitaire, puisque surtout pour les entreprises industrielles, il faut assurer une certaine qualité parce que des fois, accéder à des marchés, on va nous demander un chiffre d'affaires, on va nous demander d'énormes qualités. Donc, si j'atteins le chiffre d'affaires tout seul et je n'ai pas les normes de qualité, c'est déjà un blocage. Si j'ai que les normes qualité et je n'ai pas le chiffre d'affaires, c'est déjà un blocage. Donc, c'est un chantier qu'il faut lancer et qu'on a recensé vraiment avec nos clients et nos partenaires avant de penser à cette offre-là. Il faut lancer en parallèle les ventes et il faut lancer en parallèle les qualités. La qualité, l'hygiène, la sécurité, les nouvelles normes sanitaires, c'est ce que Asma vous en parlera mieux que moi, puisque c'est un sujet que je connais. Effectivement, Amine. Merci beaucoup pour la présentation et pour les stratégies aujourd'hui essentielles que tout entrepreneur doit initier dans son business pour améliorer la force de vente. Mais attention, et c'est là où je vais intervenir, je peux avoir un commercial très bien positionné, un commercial qui va m'amener et qui va m'aider à identifier le besoin, à identifier le client à mieux vendre. Mais si derrière, je ne suis pas prêt, point de vue conformité normative, et si je ne suis pas prêt, point de vue efficacité en termes de délai, et si je ne suis pas prêt en interne, point de vue organisation, là, soyez sûr qu'une petite erreur, une petite non-conformité peut vous faire perdre un client et sachez très bien qu'un client perdu, c'est 10 autres et c'est votre réputation qui est en jeu.
D'où l'intérêt aujourd'hui de lancer en parallèle le chantier qualité, ou quand on dit qualité, parce que la majorité, ils voient la qualité comme un… Et surtout, j'ai vu que ça avec les petites entreprises, parce que quand on commence à parler avec eux, certification, on commence à parler ISO, on commence à parler 9001, pour eux, c'est un peu un vocabulaire assez difficile, et qu'ils le voient plutôt pour les grandes entreprises. Mais à chaque fois, on faisait des sensibilisations pour communiquer et leur dire aujourd'hui, toute démarche organisationnelle ou toute certification est bien sûr un point de vue. Premièrement, c'est bien pour vous parce que là, vous aurez une visibilité sur vos processus, comment ça marche. Vous avez vos procédures, vous aurez votre manière de faire, vous aurez vos tableaux de bord pour permettre d'évaluer l'efficacité des process. Parce qu'aujourd'hui, même si on a mis une stratégie commerciale et si derrière, il n'y a pas des indicateurs de mesure, si derrière, il n'y a pas un système organisationnel qui me permet de savoir le qui fait quoi, c'est un peu difficile. Pourquoi je parle de la qualité principalement, et là, il y a beaucoup de normes, point de vue organisationnel, et la plus connue, et c'est la 9001 en version 2015, parce que la 2015, elle est bien positionnée en termes d'analyse de risque, parce qu'elle prend en compte l'analyse de risque et elle s'ouvre mieux, il ne s'ouvre pas qu'aux clients, mais aussi aux parties intéressées. Bon, je parle de la norme, mais organisationnelle, parce que ça vous permet d'avoir une première ossature. On sait très bien le qui fait quoi, on a un organigramme, on a les fiches de fonction, on a des fiches de poste, ça nous permet aussi d'évaluer la performance processus, ça nous permet d'intégrer une démarche d'amélioration continue, ça nous permet d'évaluer et d'auditer, et ce n'est pas des choses difficiles en entreprise, c'est pas et je m'adresse plutôt à la TPME qui voit un petit peu les procédures comme un fardeau, c'est des choses de plus. Au contraire, c'est une organisation. Si le management comprend l'intérêt derrière, bien sûr, il va voir les résultats. Ce pas des résultats qu'on voit du jour au lendemain. Ce n'est pas comme le commercial, c'est un minimum, c'est un chantier, c'est un projet de transformation. Parce qu'on a démarré avec chaque entreprise a son mode de management, mais par la suite, c'est des changements d'habitude, c'est des changements d'organisation. Et bien sûr, même si on renforce ça avec le digital, ça, c'est la meilleure. Donc, on aura un système de pilotage que l'entreprise peut ouvrir. Et que pour gérer pour l'amélioration de leur activité. Ça, c'est le premier niveau. Il faut qu'on aille une structure en interne qui sera en mesure de convertir les exigences clients. Donc aujourd'hui, on a un client, on a un process commercial, on a un dispositif et une stratégie qui me permet d'avoir ce client. Maintenant, comment je vais transformer cette exigence client en un service par rapport à un service bien rendu dans les délais et qui est conforme à ses obligations. Et aujourd'hui, si je n'ai pas le système organisationnel derrière qui le permet, c'est un peu difficile. D'où l'intérêt de s'auditer d'un système de qualité qui va permettre ça. Au-delà de ça, de la certification, au-delà d'un système organisationnel, sachez qu'aujourd'hui, si je veux m'ouvrir à d'autres entreprises, il y a d'autres systèmes d'évaluation, surtout si je vais entrer dans les marchés publics et si je veux travailler avec des grands donneurs d'ordre, à savoir, je vais parler de l'OCP, la Farge-Rossine, bon, des organisations internationales qu'aujourd'hui, ils peuvent vous ouvrir les portes si vous avez l'autre, mais sachez très bien qu'on a d'autres points qui peuvent bloquer. Donc aujourd'hui, si je n'ai pas un système de sécurité mis en place, si aujourd'hui je n'ai pas un système d'environnement mis en place, je ne peux pas travailler avec des organisations qui ont des exigences au-delà du service, mais qui ont des exigences sécuritaires, qui ont des exigences environnementales. Aujourd'hui, on parle même des exigences en point de vue consommation énergétique, et là, ça va permettre, et c'est là c'est important à l'entreprise de s'ouvrir sur d'autres normes pour pouvoir entrer à un nouveau chantier ou pouvoir entrer à de nouveaux types de business. Sachez bien, c'est pas des… Parce que là, ce qu'on écoute la majorité du temps, c'est oui, on s'organise, mais pas forcément que je vais avoir le client. Mais non, c'est pas une charge. Au contraire, c'est des dispositions qui vont vous permettre à s'ouvrir sur de nouvelles opportunités business. Et ça, c'est bien.
Ça, c'est le volet conformité normative. Donc, si on va parler de stimrar, effectivement, on peut garantir cette amélioration et le stimrar, mais à condition d'avoir une stratégie euh, et, euh, bien sûr avoir une stratégie et par la suite le combler avec l'ensemble des dispositions normatives qu'aujourd'hui le client en a besoin pour la suite. Effectivement, Mustapha, le slide ne correspond pas à la présentation parce que là, je vais enchaîner par le volet sanitaire, mais quand même, je voulais faire ce point, informatif pour l'ensemble des entrepreneurs pour leur dire si vous voulez avancer, il faut regarder aussi les exigences et les obligations des clients et il faut s'adapter aux exigences des clients, surtout en termes de normes et en termes d'obligations réglementaires aussi. Parce que la majorité, il y a des fois, je demande des clients, est-ce que vous avez une visibilité et une connaissance sur les obligations normatives réglementaires qui régissent votre métier? Est-ce que vous êtes conforme? Euh, c'est très rare qu'on trouve un dispositif de veille intégré chez la société. Pourquoi? Parce que c'est normal et on est très focus sur la réalisation du business, sur le chiffre d'affaires, sur la consommation, sur l'encaissement, mais on n'oublie pas qu'un jour, on peut avoir une grande non-conformité qui peut me causer carrément la fermeture de mon business et c'est un impact important. Ça, c'est le volet conformité. Sinon, quand même, je me permettrai aussi de vous présenter, je suis désolée, donc je suis en train de revenir, alors de vous présenter un petit peu ce qui est important, c'est aussi la conformité volet sanitaire. Aujourd'hui, on a vu, bien sûr, merci à toutes les instances qui sont en train de travailler pour assurer une grande communication pour sensibiliser les entreprises qui sont dans la reprise pour leur intégrer ou partager les bonnes pratiques à faire. Donc, il y a tout le travail qui a été fait par le ministère du Travail. Il y a la CGM qui a aussi fait des belles choses en termes de sensibilisation et des guides. Mais c'est très bien, mais le plus important, c'est de savoir l'intégrer et de savoir l'appliquer au sein de l'organisation parce qu'il y a quand même une certaine personnalisation à intégrer au sein de la société. Bon, pour le volet sanitaire, j'avais choisi juste les grandes lignes à mettre en place par les entreprises qui sont en train qui ont déjà, sûrement qui ont déjà repris ou qui projettent la reprise dans les jours à venir. Essentiellement, la chose la première à faire, c'est ce qu'on appelle la création de la cellule interne Covid. Alors, ça veut dire quoi cette cellule interne? C'est une réunion où on doit nommer un responsable de la cellule. Euh, c'est soit le manager, soit le responsable ressources humaines ou le KHSO en fonction de la taille de la structure. Et bien sûr, cette cellule interne a et il y a aussi le médecin du travail pour s'assurer qu'on a fait les vérifications et les tests obligatoires pour la reprise. Et bien sûr, cette cellule, elle a la responsabilité d'évaluer la conformité et de dresser un plan d'action de suivi de suivi et d'évaluation. La deuxième action qu'on recommande aussi, c'est de mettre en place un plan de sensibilisation et de communication. C'est quoi ce plan de sensibilisation et de communication? Il est important d'identifier quels sont les sujets sur lesquels on doit communiquer. Principalement, peut-être il faut toujours rappeler que les signes de Covid, qu'est-ce qu'on doit faire pour si on identifie, si on a les symptômes, on doit aussi communiquer sur la relation avec nos clients, la relation avec nos fournisseurs. Il faut aussi mettre en place des fréquences de sensibilisation et des rappels face à ces mesures de sécurité. Il faut identifier un responsable de formation parce que le plus important, c'est de nommer de nommer des responsables qui vont bien sûr qui auront la responsabilité de cette sensibilisation et bien sûr tout le dispositif d'évaluation de la formation en question. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre en place les moyens de communication. Ce qui est recommandé réellement, c'est de rester sur le digital. Si on a des groupes WhatsApp, par exemple, en entreprise, on ne cesse pas de rappeler sur des messages vidéo
les différentes mesures de sensibilisation à entreprendre. Il n'y a pas mieux que l'affichage. Et bien sûr, si on est tenu, parce que par exemple, si on est dans les chantiers de construction ou des chantiers industriels, c'est un peu difficile de mener ce type de communication digitale. Il faut faire des petites réunions de sensibilisation qui ne va pas durer. On va pas quand même prendre du temps de la sensibilisation. C'est 1 minute, c'est 10 minutes maximum. Bien sûr qu'on communique les points essentiels. Le deuxième point à identifier aussi, c'est ce qu'on appelle l'identification des points critiques. Ça veut dire quoi les points critiques? C'est les points où on a le plus de confrontation du personnel. Donc, c'est là où il y a plus de personnel qui peuvent visiter, par exemple, avec l'endroit. Donc, on met un plan de repérage. Donc, on identifie les points critiques. Et bien sûr, on doit faire un suivi des contrôles et des points de vérification. Et faire les points critiques, مثلا par exemple, on peut avoir si on est dans une TPE et on a par exemple la réception. La réception, c'est un lieu qui peut être identifié en tant que point critique parce que c'est là où on reçoit du monde, etc. L'entrée de l'entreprise de la l'usine, c'est un point critique. Donc, faire les points critiques, une fois ils sont identifiés, il est important de mettre à disposition les produits hygiéniques. Il faut s'assurer et mettre en place la quantité de produits à utiliser par zone, l'emplacement des poubelles à pédale pour les déchets, et bien sûr, نستعملوا هذا les points critiques qu'un moyen pour la communication et l'affichage des sensibilisations. Parce que فين ما كيكونوا الناس مجموعين بزاف, c'est là où on peut le rendre en tant que le point d'affichage et sensibilisation. عندنا عاوتاني واحد le point, un autre point, c'est le protocole de désinfection. Donc, c'est bien parce que la reprise, on a vu beaucoup d'entreprises qui communiquaient sur leur protocole de désinfection, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ماشي غير أجيو ديال الprotocole ماشي أجيو désinfecter. Donc, pour la désinfection, vous avez deux choix. Il y a soit on fait appel à des prestataires externes qui ont de quoi les métiers dialogue, donc ils font la désinfection, mais comme on peut le mettre en interne, mais derrière, il faut un processus, il faut documenter un processus de désinfection qui bien sûr qui décrit la méthodologie. Donc, qui va gérer les désinfections. Je mets les points à désinfecter avec la planification de la désinfection. N'oubliez pas que chaque désinfection qui dit déchets, donc on doit aussi mettre en place un dispositif de déchets. Et bien sûr, les produits utilisés, on n'achète pas n'importe quel produit. Un produit doit être toujours accompagné par la fiche de sécurité qui nous permettra bien sûr de s'assurer que il est conforme et qu'il n'y a pas de danger, etc. Bien sûr, il y a d'autres points que je n'avais pas ajoutés. Il y a les mesures de sécurité à mettre en place en cas pour les personnels qui sont en train de réaliser le protocole de désinfection avec la formation sur le protocole de désinfection, etc. Donc, ça, c'est le protocole à faire. Il est recommandé aussi, bien sûr, d'assurer un certain réaménagement des locaux. Donc, on ne peut pas revenir là comme on était. Donc, ce qui est recommandé, c'est la règle éviter le face-à-face. Donc, comme vous voyez, j'ai fait quand même quelques images. Donc, si on est dans un bureau, on peut juste réaménager l'emplacement des chaises. Et si on est dans une salle réunion, il faut s'assurer que la règle de 2 mètres minimum, il est 1,5 m ou la 2 minimum, il est respecté. Et bien sûr, c'est un réaménagement qu'on doit mettre au niveau des bureaux, des réfectoires, des vestiaires et des salles de réunion. Et au-delà des réaménagements, pour les réunions, réellement, ce que je recommande, c'est d'éviter les réunions le plus tôt possible. Et s'il y a une faisabilité de mettre le face-à-face, c'est bien. Donc, ce n'est pas le face-à-face, si on est en mesure de la faire en mode digital, c'est la meilleure des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas que le volet sanitaire aussi, c'est un budget à calculer c'est un point rouge chez les entreprises parce qu'aujourd'hui, il y a il faut accompagner le volet sanitaire par les EPI nécessaires. Donc, il est important à mettre en place un budget. Et quand on dit budget, il faut calculer en fonction du nombre de personnel que vous avez, combien de masques de protection respiratoire je dois avoir, combien de lunettes de sécurité, les désinfections anti-javel, les savons liquides, les gels hydroalcooliques, il y a les thermomètres infrarouges. Comme si vous n'avez pas les moyens pour les thermomètres infrarouges, il y a des entreprises
est recommandé d'acheter un thermomètre normal et que l'employé est tenu de mesurer un petit peu sa température. Bon, le message à partager, c'est qu'aujourd'hui, il est important de budgétiser et avoir un budget pour le volet sanitaire. Il y a d'autres points en fait que je n'avais pas évoqués, mais je vais essayer quand même de mettre en place et de discuter sur l'essentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a des commentaires ou des questions entre-temps. Sinon, on peut avancer. Alors, je pense pas qu'on a des commentaires ou des questions pour l'instant, Asma. Mais par contre, je présume, et c'est ce qu'on avait prévu, c'est que des plans pareils, des plans de relance, des plans d'accompagnement, des choses pareilles, généralement, ça nécessite aussi, puisque tu étais sur le point budgétaire, ça nécessite aussi des budgets. Faire appel à des cabinets spécialisés pour se faire accompagner sur des volets bien précis, c'est tout à fait normal que ça demande un budget. Et là, c'est ce qui vient, mais pour un peu introduire à la matière, aujourd'hui, il y a une multitude de financements qui sont mis à la disposition des entreprises et qu'il faut juste demander. Effectivement, Il y a effectivement, des- parce qu'il y a beaucoup de… je te Et ça laisse, m'a… je Ouais, te laisse parler du sujet, c'est un sujet que tu maîtrises mieux que moi aussi. effectivement, effectivement, parce que là, la majorité des entreprises que je raconte ou je rencontre, la première question, c'est le budget. Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on a des obligations et quand c'est le coût, c'est un peu difficile à la TPME de faire suite. D'où l'intérêt de communiquer, parce que c'est ça le souci. Quand tu sur le terrain, quand tu as les entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement que l'État a mis à disposition à travers plusieurs programmes. Et on a voulu quand même profiter de cette occasion pour dire que aujourd'hui, vous pouvez bénéficier pour arriver à mettre en place votre stratégie commerciale ou votre stratégie digitale ou mettre en place vos certifications, etc., qui a derrière des programmes d'accompagnement. Donc, je vais quand même citer quelques-uns. Alors, Le premier, oui, bien sûr. excuse-moi de t'interrompre. Juste Mhm. avant de passer, si on peut répondre juste à la question de Saïda qui demande est-ce que le dépistage est obligatoire? Regardez, c'est une question que je rencontre tous les temps. Euh, il n'y a aucun article, aujourd'hui, il n'y a aucun article réglementaire, donc aucun texte réglementaire qui dit que le dépistage est obligatoire. Donc, ce qu'on a reçu, c'est juste un emailing de la CGM et c'est ce qu'on communique sous instruction royale. Les entreprises sont tenues à à faire le dépistage, mais réellement, il n'y a pas un texte réglementaire qui régit la matière. Et aujourd'hui, donc j'ai quand même entré en contact avec les CGM et d'autres fédérations pour avoir une visibilité sur les prix, parce que en voyant l'offre applicable actuellement à 500 dirhams, mais ce qu'on a vu l'offre je ne me rappelle plus l'hôpital, mais l'offre de 500 dirhams aller à 600 dirhams pour le dépistage, pas de souci pour une société qui a 5 personnes, 6 personnes. Mais si je suis dans une entreprise industrielle qui, d'office, a des difficultés de redémarrage, difficultés de trésorerie, dépister 100 personnes, 200 personnes, ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises que j'ai rencontrées qui réellement, ils temporisent l'action jusqu'à avoir plus de détails et un communiqué bien clair de la CGM ou des fédérations pour accompagner et aider les entreprises dans le dépistage. Mais rien n'est obligatoire. Volet réglementaire, non, c'est pas une chose obligatoire. Merci. Alors, côté déchets, je vais quand même continuer à répondre à Saïda. Alors, côté déchets, des EPI potentiellement affectés par le Covid et générés par les entreprises. Quel traitement ou destination vous proposez? Bon, ce qu'on propose actuellement,
C'est bien sûr ce que je vous ai expliqué, c'est le plus important, c'est identifier des points des déchets. Donc, une fois les déchets ils sont récupérés, et principalement, elle a les masques, etc. Donc, ce que je vous recommande, c'est de les identifier le point de collecte et vous pouvez vous mettiez un petit peu c'est ce qu'on recommande pour la destruction les déchets. Vous mettiez du javel, etc. Vous laissez un peu et par la suite, vous pouvez les détruire. Sinon, ce que je recommande, c'est de recommander pour les masques et pour les masques, je recommande principalement l'utilisation les masques non-tissés. Donc, donc c'est mieux que le reste parce que le reste, ça génère quand même un déchet difficilement à suivre et à identifier. Voilà, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, bien sûr, je suis à l'écoute. Donc, je vais revenir à la partie accompagnement et dispositifs qui sont mis en place par l'État pour accompagner surtout la TPME, parce qu'aujourd'hui, le Zoom est sur la TPME. Il y a le dernier programme qui a été lancé par Maroc PME. Donc, c'est une capture que j'avais mis de Maroc PME. Et c'est un dispositif d'accompagnement post-Covid qui aujourd'hui peut prendre en charge jusqu'à 80% du prix de l'accompagnement au prix de la prestation. Donc, il y a un zoom sur de nouvelles activités que Maroc PME n'a pas à l'avance pris en compte. Aujourd'hui, on a des actions sur la transformation numérique des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez mettre une disposition de transformation digitale et vous voulez informatiser vos process. Aujourd'hui, avec Maroc PME, il y a une prise en charge de 80%. Il y a aussi, si vous êtes intéressé par la partie sécurisation et développement des ventes, optimisation de la production, la gestion de liquidité, mise en place d'un plan de relance et des risques, et l'accompagnement du dirigeant et des RH. Bon, à les nouvelles activités et actions que Maroc PME avait lancées récemment. Après, il y a quand même une petite spécificité que je voulais apporter, c'est qu'avec Maroc PME, si vous voulez bénéficier de dispositif, le plus important, c'est être dans l'industrie donc il faut être un industriel ou les services liés à l'industrie. Voilà, donc sinon, c'est pas possible de bénéficier des prestations de Maroc PME. Et c'est simple, il faut juste il y a le lien de candidature, donc candidature par Maroc PME/formulaire accompagné pour Covid. Donc, une fois que vous êtes sur le formulaire, vous renseignez les informations, vous dites les actions actuellement, et bien sûr, le Maroc PME va entrer en contact avec vous pour la suite du process. Au-delà de les actions, bien sûr, qu'il y a les actions les 15 Maroc PME déjà, il y a tout ce qu'on appelait Moussanada, maintenant je crois qu'ils se met Tahfiz. Donc, des actions hors Covid, c'est tout ce qui est système d'information, certification, diagnostic stratégique. Bon, il y a tout un panel de prestations. Je vous invite à quand même visiter le site web de Maroc PME pour avoir plus de détails et d'informations sur les dispositions qui sont mises en place. Bon, ça c'est Maroc PME. Maintenant, si on est dans le volet logistique, d'accord, on est transitaire, on est transporteur, bon, on a une activité qui est liée à la partie logistique. Il y a le GIEC Translog ou la MDL, donc, qui a lancé avec plusieurs partenaires. Il y a GIEC Translog, AMDL et d'autres. Il y a même la CGM. Bon, le plus important, c'est un programme qu'on appelle PME Logis. Ouais, le programme, il accompagne les PME bénéficiaires qui font le chargement, donc les industriels, les commerçants, les grossistes et les grossistes, ou là des opérateurs logistiques qui sont dans le transit, s'ils sont des commissionnaires de transport, s'ils sont des prestataires logistiques, etc. Maintenant, vous avez plusieurs actions à en profiter. Vous pouvez profiter de la partie performance opérationnelle, de la formation, la certification de compétences. On offre aussi des accompagnements sur le outsourcing, la digitalisation et la certification et labellisation. Et là, je crois, il y a une prise en charge jusqu'à 90%.
du prix de la prestation. Donc, l'entreprise ne paie que 10% le montant de la prestation. Donc, mais à condition encore, c'est de rester sur le volet logistique. Non, on a aussi, j'ai mis d'autres programmes d'accompagnement. Il y a la BIRD, donc la Banque européenne, l'European Bank of Reconstruction, la Banque européenne de développement. Donc, on a un programme Smith BAS. Donc, le programme BAS, ils doivent, donc, les qui vous permet de bénéficier d'un plafond. Donc, chaque entreprise a un plafond à consommer ou qu'il y ait des prestations d'accompagnement, à savoir la certification, le diagnostic stratégique, le plan de relance, etc. Donc, et la procédure est simple. Désolée, je n'ai pas mis le lien, mais il y a il y a des documents à renseigner, donc l'effet d'identification le besoin de l'entreprise, et bien sûr par la suite, le process et le plus important, il y a une prise en charge de 80% de la prestation le cabinet de l'entreprise. J'ai mis aussi d'autres dispositifs de financement. C'est ce qu'on appelle les CSF, les contrats spéciaux de formation, où là, on le fait à travers le GIAC. Donc, c'est simple, en fonction du secteur d'activité, comme il faut s'adresser, le GIAC les voies associées. Et bien sûr, derrière, il y a un accompagnement en termes de deux actions, c'est tout ce qui est diagnostic stratégique et ingénierie de formation, et c'est un plafond qui peut aller jusqu'à 80%. Et bien sûr, si vous êtes dans le plan de formation, vous pouvez, il y a il y a une prise en charge de 70% de votre plan de formation. Donc, ce qui fait ça, et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des fois, on retrouve des entreprises qui sont éligibles, mais ils investissent ils sont en train de faire leur plan de formation, ils sont en train de faire beaucoup de choses à payer les 100%, alors ils ignorent carrément qu'il y a des dispositions qui sont mises en place. Et le dernier programme que je vais partager, et sûrement qu'il y a d'autres que je ne connais pas, bon, j'ai essayé quand même de mettre les programmes, les Kenny. Oui, excuse-moi, juste sur ce point d'éligibilité, et c'est la question de Saïda. Elle demande par rapport à ça. Elle nous dit, si vous permettez, à ma connaissance, il y a une obligation que l'entreprise PME bénéficiaire et l'organisme d'accompagnement soient tous les deux éligibles. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus sur ce point? D'accord. Donc, pour ce point, effectivement, n'importe quel programme, la PME l'entreprise PME bénéficiaire soit éligible. Donc, un programme d'accompagnement, les critères d'éligibilité. Mais Maroc PME, le plus important que tu sois industriel et qu'il y a 2 ans, je crois, minimum d'existence. Et voilà. Donc, avec d'autres choses qui peuvent venir. Et bien sûr, une fois que vous êtes éligible, vous avez le choix de travailler avec n'importe quel cabinet, mais répertorié, qui est référencé à Maroc PME. Et tu ne peux pas aujourd'hui venir travailler avec n'importe quel cabinet, parce que tout simplement référencé pour référencer le Maroc PME, ou déjà c'est un message pour les cabinets qui ne le sont pas encore. C'est une procédure assez simple. Donc, après le site de Maroc PME, qui est la partie PTC. Donc, tu crées parce que ça devient beaucoup plus facile, parce que qu'il y a tout un travail digital, et je les remercie beaucoup, parce que moi je connaissais Maroc PME depuis 2010, et là je vois qu'il y a il y a un progrès énorme, et surtout la partie digitalisation a facilité beaucoup de choses. En termes l'entreprise peut créer son compte, et le cabinet conseil peut se référencer facilement sur les différentes plateformes que Maroc PME a mis en place. Voilà, pour répondre, effectivement, il faut être les deux éligibles. Ça, c'est important pour la suite de la relation. Donc, le dernier programme d'accompagnement, mais c'est un programme d'accompagnement, mais je sais très bien qu'il y a un écosystème OCP d'accompagnement des entreprises, mais là plutôt pour les entreprises locales. Quand on dit local, il y a la région, parce que c'est dans leur structure, dans leur obligation, mais dans leur stratégie RSE, de responsabilité sociale d'entreprise, il y a une obligation d'accompagner et de monter en compétence les entreprises qui sont dans la région. Et c'est pour ça, si vous êtes une entreprise
qui est situé dans le périphérique, dans la zone où l'OCP est installé, donc à savoir peut-être Jwar Fousfar ou la Gentour ou la Youssoufia ou la Khlilga, etc. Donc, si vous êtes une TPE ou un coopératif, donc, et vous avez un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas les 3000 dirhams, donc il y a le programme, il y a un programme d'accompagnement que l'OCP déploie pour ouvrir un petit peu les bons de commande ديالها ou la commande pour les entreprises qui sont dans la région. Et c'est simple, je vous recommande d'aller sur le site de Supplier, donc e-Supplier OCP. Et c'est le portail OCP pour le référencement des fournisseurs. Vous allez trouver le screen parce que ça a été ouvert depuis avril 2019. Et c'est simple, comme les étapes à suivre, mais l'identification jusqu'à l'accès à la plateforme des opportunités TPE locales. Voilà, donc j'ai fait quand même un tour sur les programmes que je connais. Il se peut qu'il y a d'autres programmes, mais le plus important, ce que je recommande à l'ensemble des TPME, c'est de bénéficier de les programmes parce que c'est un vrai, c'est un point essentiel pour la réussite de tout business et la réussite de les activités que vous sollicitez. Voilà. Donc, si on a des questions, on est ouvert à toute question. مرحبا بكم. Voilà. Effectivement, effectivement. S'il y a s'il y a des questions sur le volet commercial, sur le volet qualité, hygiène, mesures sanitaires à mettre en place, n'hésitez pas. Alors, entre-temps, on avait une question de Amina sur le challenge commercial. Et bien sûr, c'est une question à tout le monde. Comment pouvons-nous convaincre nos clients qui ont connu un arrêt aussi afin de renouveler les contrats? Alors, c'est une question à laquelle j'avais répondu tout à l'heure, mais on peut toujours y revenir. Maintenant, convaincre ne veut surtout pas dire forcer. Parce que si mon client il est déjà dans un état critique opérationnellement et financièrement, il faut que je puisse quand même conjuguer un peu de sympathie et d'empathie vis-à-vis de mon client, envers mon client. Donc, c'est pour ça que le premier travail à faire, c'est de savoir est-ce que je suis toujours dans l'ordre de priorité de mon client. La donne a totalement changé. La donne a totalement changé et il faut soit je vais mettre en place cette agilité commerciale, le plan de relance, la stratégie de relance, soit c'est un client que je vais peut-être donner un peu de temps parce que vraiment, je ne fais plus partie de ces priorités. Là, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'il y a des clients, les Mopritch, je suis dans la priorité d'achat d'Yalhom, c'est que j'ai perdu mon business. Au contraire, c'est que ça a tout simplement changé. Il y a des clients, les Tlatch, le degré d'urgence et le degré d'urgence pour la consommation. Il y a des clients, contrairement à votre. Si il y a des clients, j'ai donné par exemple tout à l'heure l'exemple immobilier, il y a des clients qui aujourd'hui sont pressés de faire des investissements immobiliers, ils voient dans l'immobilier une valeur sûre. Il y a des clients qui ne peuvent pas parce qu'ils ont perdu leur travail. Il y a des clients pour qui la logistique est aujourd'hui le meilleur investissement à faire pour leur entreprise. Il y en a d'autres, non, c'est pas vraiment c'est pas vraiment la priorité puisque toute l'activité a connu une baisse. Donc, il n'y a pas une règle générale, c'est la chose par laquelle on a commencé, c'est au cas par cas, ça dépend de notre secteur d'activité, ça dépend du secteur d'activité et de degré d'urgence de nos clients, comment on va adapter notre offre, comment on va mettre en place cette agilité commerciale et comment on va garder cette casquette de relation client avec l'ensemble de notre portefeuille. Il faut savoir qu'il n'y a pas de client
qui est gagné pour toujours et il n'y a pas un client qui est perdu pour toujours. C'est un cycle. Je gagne et je perds des clients. Et ma force, c'est que quand je gagne un client, je le garde. Sauf que pour le garder, il faut que j'évolue avec mon client. Il faut qu'à chaque fois, je propose quelque chose de nouveau. Sinon, on va vivre un cas Nokia, encore une fois. Si je n'avance pas, si je n'évolue pas, si mon offre ne change pas, je vais disparaître à un certain moment. Donc, gardez en tête que perdre un client n'est pas la fin du monde. Je peux le perdre aujourd'hui, le regagner encore de manière plus féroce demain. Mais quand je le gagne, qu'est-ce que je fais pour le garder? Et c'est vraiment ce business de précision dont on a parlé tout à l'heure, qui fait partie de la stratégie de relance. Le service client est une partie très importante et une partie très prenante pour la réussite de cette étape de la stratégie de relance et du business de précision. Très bien, on a une main levée, Mustapha, donc tu as déjà la parole, donc on t'écoute. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de manière très importante, très profonde, pour la qualité de votre présentation. Merci, Mustafa. La vérité, j'ai assisté à plusieurs webinaires. Vous n'êtes pas dans des généralités, vous n'êtes pas dans l'impertinence, c'est vraiment des conseils très terre à terre, très opérationnels pour les dirigeants et pour les patrons d'entreprise. Et là, c'est vraiment, ce sont des qualités très, très louables que je voudrais saluer et encourager. Merci. La vérité, avant de poser ma question, je ne suis pas au Maroc, je suis marocain mais expatrié et je travaille dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis très, très agréablement surpris par ces dispositions, par ces dispositifs qui se trouvent au Maroc pour encourager la PME et la TPE. C'est une aubaine. Et je pense même que le Covid-19 pour le tissu industriel marocain aujourd'hui est une aubaine, puisqu'il y a une prise de conscience générale pour aider les entreprises. Et pourquoi je dis que c'est une aubaine? Parce que, en principe, tout ce que vous avez cité est extraordinairement pertinent pour la pérennité des entreprises, mais aussi, malheureusement, c'est quelque chose de très, très coûteux. Aujourd'hui, avoir des fonds, avoir des programmes qui soutiennent les entreprises à hauteur jusqu'à 80%, mais c'est extraordinaire. Donc, j'insiste beaucoup pour les gens qui nous écoutent. Il faut absolument bénéficier de ces programmes. C'est une aubaine. C'est véritablement une aubaine. Peut-être j'aurais une question. J'ai assisté à plusieurs webinaires qui sont organisés avec le club EDA. Ce que je constate, c'est que on a beaucoup de séminaires qui insistent sur les entreprises, comment développer les entreprises, comment développer l'agilité, les systèmes d'information, les programmes de qualité, etc. Mais on est toujours au niveau de l'offre. Quid de la demande? Aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut peut-être, sur lequel il faut un peu s'appesantir, c'est la solvabilité de l'offre. Dans beaucoup de pays aujourd'hui où nous avions des politiques monétaires qui ont une suprématie, aujourd'hui, c'est les politiques budgétaires qui prennent le relais. Pourquoi? Parce que les répercussions du Covid sont très, très budgétivores. Il faut véritablement pousser la demande et tous les impératifs de déficit budgétaire, etc. Aujourd'hui, on commence à fermer les yeux sur le déficit public de 3% pour aider la demande, pour que les gens puissent acheter, puissent consommer, et pour relancer aussi l'offre. Par rapport à ça, moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des différentes fédérations, est-ce qu'il y a des lobbying qui se font pour justement bénéficier de mesures budgétaires de l'État pour solvabiliser les offres, notamment les incitations fiscales? Vous parliez tout à l'heure des projets immobiliers. Le secteur immobilier est un domaine d'activité très stratégique pour le Maroc. Et on voit qu'au niveau fiscal, c'est lourd. Est-ce qu'il y a des lobbying au niveau de l'État?
pour pouvoir réduire un peu la pression fiscale, pour aider les consommateurs, pour les encourager à acheter, pour relancer ces machines. Et ce que je dis pour l'immobilier, c'est quelque chose qui me sort comme ça, mais c'est pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Donc, comment aujourd'hui solvabiliser l'offre? Comment solvabiliser la demande? Comment donner des pouvoirs d'achat? Parce qu'on peut agir autant qu'on veut sur l'offre. Si au niveau de la demande, elle n'est pas là, c'est la moitié de l'équation qui n'est pas résolue. Donc voilà mes questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous en prie, c'est Mustafa. Ça me rappelle la question et en pensant à la réponse, puisque c'est un sujet très très grand, et ça me rappelle la main invisible. Et peut-être que tout ça, on l'espère. Je ne détiens pas la réponse. Malheureusement, je détiens l'espoir. Et c'est qu'on espère que aujourd'hui tout ce qui se fait, toute cette politique qui a été imposée un peu par la crise sanitaire, on est tous en train, c'est mon point de vue, on est tous en train de retourner un peu à cette école classique, et on est en train de revoir un peu le pouvoir de l'État, la main invisible, cette économie keynésienne, et bon, ça reste très personnel en tout cas, mais c'est exactement le mouvement qui est en train de se mettre en place, et que j'espère on pourra l'adapter à un contexte très particulier aujourd'hui, mais qui peut effectivement, comme vous avez dit, booster un peu cette demande, et lui donner un peu plus de pouvoir d'achat à ce consommateur et à ce tissu économique. Sans lui, la roue, elle ne va pas tourner. Donc, vous dire que oui ou non, ça, je ne peux pas, en tout cas pour moi, mais je pense qu'on est sur une bonne voie, et je garde espoir que ça sera fait et ça sera le cas, Inch'Allah. Je ne sais pas ton point de vue, Asma. Oui, je confirme tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas positionné en tant qu'instance pour répondre à la question. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que le gouvernement est en train de travailler sur des stratégies de relance industrielle, parce qu'il n'y a pas un choix que ça, de relance sur de beaucoup de secteurs. Il y a la loi de finances qui sera revue bientôt. Donc, on a, comme tu as dit, on a l'espoir que de belles choses vont sortir. Et alhamdoulilah aussi, on sait très bien que les fédérations des différents secteurs sont en train de remonter d'une manière ou d'une autre les besoins des industriels pour qu'on ait une décision finale pour le bien de l'entrepreneur et de l'entreprise en question. Saïda, il y a une question de Saïda autour de est-ce qu'il y a une aide financière pour les TPME au point de vue charges générées pour la mise en place des mesures sanitaires. Désolée, mais non. Donc, il n'y a pas de... Il y a ce que je veux dire, peut-être qu'il y a une aide financière d'une manière indirecte, parce que le fait d'accompagner les entreprises de tissus industriels et coopératifs pour avoir un nombre de masques, ou là, pour avoir des entreprises qui sont dans la partie fabrication de gel hydroalcoolique, etc., c'est une aide d'une manière indirecte. Le coût de l'acquisition, il est quand même à la portée de la TPM. Donc, imaginons si on n'avait pas la chose et on devait importer, ça serait quand même un coût important. Il n'y a pas d'aide financière directe, mais je dirais indirecte, avec les mesures d'accompagnement de différents producteurs de ces EPI en matière de mesures sanitaires obligatoires. Après, toujours dans cette manière indirecte de financer tout ça, si aujourd'hui l'État met en place tous ces dispositifs de financement, par la même occasion, je réponds à une question sur Facebook
de Mohamed qui nous dit est-ce que ces aides et ces dispositifs sont toujours viables avec ce qui se passe aujourd'hui vu la situation Covid-19? Je te réponds, si Mohamed, oui, ils sont encore plus viables que jamais. C'est des budgets qui doivent être débloqués, c'est des budgets dont l'État attend que les entreprises puissent en bénéficier. Donc, au contraire, aujourd'hui, juste ce qu'il faut faire, c'est choisissez le cabinet choisissez déjà là où vous souhaitez être accompagné. Faites appel au cabinet que vous voyez à l'expertise pour vous accompagner sur ce point-là. Montez votre dossier de financement et allez-y, faites le travail qu'il faut. Des budgets sont là, ils demandent à être consommés. Donc, il faut juste foncer, il faut juste faire la demande pour qu'on puisse, pour que vous puissiez en bénéficier. L'État aujourd'hui, il finance tout ça. C'est pour une simple raison, c'est que cette roue économique puisse tourner, qu'il y a de la valeur qui soit créée et par la suite, on n'aura plus cette notion de c'est beaucoup de charges pour que je puisse faire ça, c'est beaucoup de charges pour que je puisse faire ceci. Donc, c'est vraiment pour générer ce chiffre d'affaires dans les meilleures qualités, avec les meilleures technologies, grâce aux meilleures organisations possibles. Organisation interne, bien sûr, je dis. Et voilà, donc, faites appel à des cabinets. C'est le travail que font. Il y a un écosystème qui est installé pour le conseil et pour la formation qui est vraiment magnifique. Soyez exigeants, puisqu'il y a un peu de tout sur le marché. Soyez exigeants et lancez ces actions. Vous êtes financé de 70% à des fois même à 90%, si je ne me trompe pas. Effectivement, ça diffère d'un programme à l'autre. Donc, je crois, je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres points à évoquer, mais comme Istimrar est là, donc on est à votre côté pour tout le volet commercial sanitaire. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, on serait volontiers à répondre à l'ensemble de vos questions. À toi la parole, Amine, peut-être pour un dernier mot de clôture avant qu'on fasse la clôture du webinaire. Je tiens juste à remercier toutes les personnes qui sont restées depuis le début jusqu'à la fin, toutes les personnes qui nous ont rejoints au milieu, toutes les personnes qui n'ont pas pu terminer le webinaire. Et heureusement qu'il y a une diffusion qui sera enregistrée. Puis après, on est vraiment à votre disposition sur ce qu'on sait faire, en tout cas. Sur le volet commercial, je reste vraiment à votre disposition pour n'importe quelle question. Et Asma, elle est aussi à votre disposition en cas de questions par rapport aux normes QHSE. Très bien, merci beaucoup à vous tous. Une question de Latifa sur les dispositifs d'accompagnement spécifiques pour la catégorie auto-entrepreneur. Effectivement, il y en a. Sarah, je n'ai pas beaucoup de détails sur la catégorie auto-entrepreneur, mais je sais très bien que Maroc PME a mis au cœur de sa stratégie l'accompagnement de l'auto-entrepreneur, parce que aussi c'est un statut qui a son mot à dire. Il y a des dispositifs d'accompagnement pour l'auto-entrepreneur. Mais pour plus de détails, je n'hésiterai pas à rechercher et revenir vers toi pour plus d'informations. Mais n'hésitez pas à consulter le Maroc PME. Sur le site Maroc PME, il y a plus de détails sur ce sens. Mais Anna, je n'hésiterai pas à partager avec toi si j'ai l'information sur ce point. Sur ce, je remercie tout le monde. Merci beaucoup, Saïda. Au contraire, on est à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et je remercie encore le Club des dirigeants pour cette opportunité qui nous a permis de partager notre projet. Et Inch'Allah, on souhaite la réussite. Et voilà, merci beaucoup, le Club des dirigeants. Merci beaucoup, Cédric, pour cette opportunité et merci à toute l'équipe organisatrice qui est derrière la réussite de ce webinaire. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.